Spécialiste des questions de sécurité et de défense, Emmanuel Dupuis préside le think tank IPSE, Institut Prospective et Sécurité en Europe. Il a été professeur de géopolitique associé au sein de plusieurs universités et écoles privées spécialisées en relations internationales. Il fut auparavant chargé d'études à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire ainsi que chargé de mission recherche-défense auprès du secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants de 2008 à 2010. Il est aussi chercheur associé au sein du réseau des chercheurs francophones sur les opérations de la paix de l'Université francophone de Montréal et appartient au réseau francophone des opérations de maintien de la paix de l'Organisation internationale de la francophonie. Comment le conflit militaire russo-ukrainien affecte-t-il les liens économiques entre l'Union européenne et la Russie, ainsi que la croissance économique de l'Union européenne? Écoutez, c'est une question qui est au cœur de l'actualité, puisque se tient actuellement de manière virtuelle un sommet entre l'Union européenne et la Chine, où il va être question de la relation que l'Union européenne a vis-à-vis de la Russie, que l'Union européenne a vis-à-vis de la Chine, et évidemment vice-versa. C'est important d'avoir à l'esprit que l'Union européenne et la Russie sont des partenaires économiques importants, mais nettement moins importants que l'Union européenne et la Chine, où la relation commerciale, où la balance commerciale dépasse les 800 milliards d'euros entre les deux partenaires, donc la Chine et l'Union européenne. Le PIB russe est nettement inférieur au PIB de la Chine. On évoque souvent cette comparaison qui a le mérite d'être claire. Le PIB de la Russie ne dépasse pas le PIB de l'Espagne. Donc la Russie n'est pas un partenaire économique important. C'est par contre un fournisseur important, et particulièrement important dans 3 domaines dont les pays européens sont particulièrement dépendants. La question évidemment énergétique est au cœur de cette réflexion. 40% du pétrole que l'Union européenne consomme vient de Russie, 35% du gaz vient de Russie, 30% du charbon vient de Russie. Je rajoute un 4e élément, c'est celui de l'interdépendance alimentaire, agroalimentaire. La Russie plus l'Ukraine, c'est important de l'avoir à l'esprit, représente 30% du marché des céréales, mais la production de blé russe, c'est près de 18 milliards de tonnes donc de céréales qui, évidemment, seront difficilement accessibles aux pays européens dans une logique de confrontation. C'est à partir d'aujourd'hui, ce vendredi 1er avril, que la Russie a décidé de ne plus accepter de paiement en dollars, mais de n'accepter que des paiements en roubles quand il s'agit d'acheter les quelques 800 millions d'euros que nous dépensons chaque jour pour acheter le pétrole et le gaz russe. Comment le prix du gaz naturel est-il impacté en France? Cela affecte-t-il votre quotidien? Alors moi personnellement non, parce que je n'utilise pas de voiture, en tout cas dans Paris, mais néanmoins il faut penser aux personnes qui utilisent sur une base quotidienne leur véhicule. Forcément cela va impacter au prix donc de la consommation du gaz, du pétrole, et ne l'oublions pas aussi du diesel. 12% du diesel que nous consommons en Europe provient directement de la filière des hydrocarbures russes. Donc forcément, l'impact sera immédiat, il sera long, mais il n'est pas forcément rédhibitoire, dans le sens où la production de gaz ou la livraison de gaz annuelle donc de la Russie vis-à-vis du continent européen, c'est 155 milliards de mètres cubes de gaz, mais c'est potentiellement compensable, premièrement par la mobilisation américaine pour essayer de compenser cette difficulté à accéder au mètre cube de gaz russe. Les États-Unis ont déjà initié la mise à disposition de 15 milliards de mètres cubes de gaz, 50 milliards de mètres cubes pour l'année prochaine, et en y ajoutant les 22 milliards de gaz supplémentaires que les États-Unis ont mobilisés. On est loin du compte, ça n'est que la moitié
de ce que l'Union européenne consomme, et d'où la deuxième mobilisation ou la deuxième action, qui est celle de la diversification énergétique. Les États-Unis et l'Union européenne sont convaincus qu'il faut être moins dépendant du gaz et du pétrole russe. Une commission, une task force comme on dit, a été créée entre l'Union européenne et les États-Unis dans ce sens. Les pays européens ont décidé, et c'est un acte majeur, d'acheter en commun leurs besoins en gaz, comme nous l'avons fait sur les vaccins à l'occasion de la pandémie dont nous sortons à peine. Et bien évidemment, la question maintenant, c'est de trouver des partenaires énergétiques permettant d'être moins dépendants de la Russie. La Norvège, deuxième producteur de gaz en Europe, le Qatar, peut-être demain l'Algérie, et pourquoi pas l'Iran, dont on sait que l'accord sur le nucléaire iranien est un facteur de rassemblement, ou en tout cas d'une plus grande convergence diplomatique que les années précédentes. Quelles conséquences aura l'augmentation des réfugiés ukrainiens pour les pays européens? Alors déjà, il faut avoir à l'esprit que l'Ukraine est un pays de 43 millions d'habitants, mais que c'est un pays qui s'est constamment vidé de sa population. Au moment de son indépendance, en 1991, il y avait 51 millions d'habitants en Ukraine. Donc c'est un pays d'immigration permanente. Ce qui répond partiellement à la question, une bonne partie des Ukrainiens ne sont pas en Europe. Ils sont dispersés dans le monde. Il y a par exemple 1 200 000 Ukrainiens qui vivent au Canada, avec une très forte communauté dans la province de l'Ontario. La vice-première ministre donc du gouvernement Trudeau est ukrainienne. Ça veut dire qu'il y a sans doute une mobilisation beaucoup plus forte en dehors du continent européen qu'à l'intérieur du continent européen. Et puis, évidemment, tous les pays européens ne sont pas concernés, ou certains sont plus concernés que d'autres. On estime pour l'instant, c'est l'Organisation mondiale des migrations qui l'évoque, qu'il y a à peu près 10 à 11 millions d'Ukrainiens qui ont été forcés de quitter leur domicile, 7 ou 8 en déplacement intérieur à l'Ukraine, et 3,6, 4 millions de réfugiés ukrainiens. C'est là votre question. Sur ces 4 ou peu ou prou 4 millions de réfugiés, beaucoup se situent en Pologne, pratiquement 3 300 000, quelques-uns évidemment en Roumanie, quelques-uns aussi en Moldavie, et dans les pays limitrophes, les autres pays limitrophes de l'Ukraine, nommément la Slovaquie, la République tchèque ou la Hongrie. Donc c'est une question qui implique davantage les pays orientaux de l'Union européenne. Mais néanmoins, la France n'est pas exempte de cette mobilisation. On a pour l'instant à peu près 10 000 Ukrainiens réfugiés. La France est en capacité, ou annonce qu'elle est en capacité, d'absorber ou d'accueillir près de 100 000 réfugiés ukrainiens. Donc l'Europe est prête, et puis surtout l'Europe a mis en application le dispositif CARE, C-A-R-E, c'est-à-dire la capacité d'accueil des réfugiés en Europe, dispositif qui existe depuis 2001 mais qui n'avait jamais été appliqué, ni pendant la crise au Kosovo en 1999, puis au début des années 2000, ni en Syrie à partir de 2011, ou par rapport à la crise migratoire de 2015. Donc c'est une avancée considérable qui confirme que les Européens sont unis, en tout cas, par rapport à l'accueil exceptionnel de ces réfugiés. Donc ce n'est pas une question de difficulté, c'est une question d'adaptabilité, et c'est surtout une question de temporalité. Combien de temps durera l'accueil de ces réfugiés ukrainiens? D'autant, et j'en termine par là, que ces réfugiés ukrainiens ont une particularité, c'est qu'il s'agit dans la grande majorité de femmes et d'enfants, puisque les hommes ukrainiens, les pères, les maris et les frères sont restés combattre en Ukraine. Quelles sont les principales divergences entre les États-Unis et l'Europe concernant ce conflit militaire russo-ukrainien? Alors il y en a plusieurs. Premièrement, les États-Unis voudront sans doute élargir le front de mobilisation contre la Russie à une logique de containment contre la Russie et la Chine, en mettant en avant le fait que la Chine, en ne se déclarant pas suffisamment contre l'invasion ukrainienne, en mettant, non pas son veto, mais en s'abstenant ou en votant contre un certain nombre de décisions du système multilatéral, je pense notamment aux 2 votes à l'Assemblée générale des Nations Unies et au Conseil de sécurité. Bref,
pour l'instant, la Russie et la Chine ne sont pas dans une logique de confrontation, mais plus dans une logique d'une alliance sans limite. C'est le terme qu'a employé Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, évoquant le fait que le partenaire stratégique de la Russie était la Chine. Donc les États-Unis voudront sans doute mettre cet agenda de manière concomitante en mettant une pression forte sur la Chine. Je ne suis pas certain que les Européens soient tout à fait dans la même configuration, partant du principe que l'ennemi ou l'adversaire ou le sujet de préoccupation, c'est avant tout la Russie et pas les pays qui potentiellement pourraient ou pas suivre la Russie. Deuxième élément de réponse à votre question, les États-Unis et l'Union européenne doivent s'inscrire dans une logique où l'on doit considérer que l'Union européenne n'est pas un bloc, n'est pas une organisation monolithique. L'Union européenne est composée de 27 États. Donc il y a 27 relations particulières avec les États-Unis, avec des pays qui sont dans un rapprochement avec les États-Unis. C'est le cas de la Pologne, pour sa propre sécurité. La Pologne s'estimant potentiellement menacée au cas où la Russie veuille prolonger son offensive militaire à des pays voisins. La Pologne est souvent citée comme étant un pays qui est jugé hostile ou particulièrement hostile vis-à-vis de Moscou. Donc évidemment, il y a un rapprochement singulier entre le président Andrzej Duda de Pologne et le président Joe Biden qui s'est rendu en Pologne il y a quelques jours pour conforter cette alliance stratégique militaire qui fait que désormais il y a près de 5000 soldats américains sur le territoire polonais. Et puis bien évidemment, d'autres pays ont des liens plus distendus avec l'Union européenne. Prenons le cas de la France, qui estime que l'autonomie stratégique, que l'indépendance diplomatique passe par une indépendance et une identité européenne qui n'est pas forcément le corollaire d'une identité euro-atlantique ou purement otanienne. Bref, le président Emmanuel Macron est président du Conseil de l'Union européenne et donc il estime que c'est sur cette base-là que sa légitimité à discuter diplomatiquement, à se mobiliser militairement. Nous avons 700 militaires français basés entre l'Estonie et la Roumanie dans ce qu'on appelle le bataillon d'alerte de la force de réaction rapide de l'OTAN, prouvant que, évidemment, un certain nombre de pays européens, dont la France, veulent avoir un agenda très sensiblement indépendant, ou en tout cas moins interdépendant. Là, le troisième élément, c'est que le risque est grand de passer d'une interdépendance au gaz russe pour l'Union européenne à une sorte d'interdépendance au gaz de schiste américain. Et l'annonce par le président américain de la mise à disposition de 1 million de barils jour pour les 6 prochains mois, c'est-à-dire 180 millions de barils donc potentiellement donc à disposition des Américains, mais également de leurs partenaires européens, prouve à quel point le danger est réel de passer d'une dépendance à une autre, avec évidemment une difficulté pour nous, pays européens, puisque le gaz de schiste coûte 7 fois plus que ne coûte le gaz russe. C'est le troisième élément. Le quatrième, et ce sera mon dernier point, la dépendance des Américains vis-à-vis, la dépendance des Européens vis-à-vis des Américains se fait aussi dans le domaine de l'armement. On a souvent mis en exergue ces derniers jours et ces dernières semaines l'indépendance nouvellement acquise ou nouvellement confirmée des pays européens en matière de défense, avec des pays qui décident d'augmenter leur budget de la défense. C'est le cas de l'Autriche, qui va porter à 1% de son PIB. C'est le cas de l'Allemagne, qui a décidé de mobiliser près de 100 milliards d'euros pour les 2 prochaines années. Mais le paradoxe veut que quand ces pays européens renforcent leur capacité de défense, c'est pour acheter du matériel américain. Donc la conséquence de ce conflit, c'est qu'il y aura davantage de matériel militaire américain sur le territoire européen, donc au profit des entreprises de défense américaines. C'est un effet collatéral, mais néanmoins, il faut garder à l'esprit que l'Union européenne, l'OTAN, les États-Unis et l'Europe, en général, les pays non membres de l'Union européenne, c'est le cas par exemple la Norvège et l'Islande, sont tous exceptionnellement et assez étonnamment unifiés dans la mobilisation forte et
la colère ou la position de critique vis-à-vis de la Russie. Que pensez-vous du rôle que les États-Unis ont eu dans ce conflit militaire russo-ukrainien ? Il est déterminant, mais il est déterminant déjà depuis près de 8 ans. Il ne remonte pas à quelques jours ou à quelques semaines. Les États-Unis ont toujours été très actifs depuis les événements de Maïdan, depuis l'annexion de la Crimée en février 2014, depuis le conflit dans le Donbass, à la fin de 2014, à aider, mobiliser ou être aux côtés de l'Ukraine, qui était le premier front face à la Russie. Entraînement militaire, soutien à un certain nombre de responsables politiques, programme d'aide ou programme d'entraînement pour les élus politiques et les responsables administratifs ou la société civile. Tout le monde sait, c'est de notoriété publique, que les Américains ont fait de l'Ukraine le premier bénéficiaire du National Endowment for Democracy, c'est-à-dire un fonds qui chaque année, par le biais du ministère des Affaires étrangères, dispense un certain nombre de moyens financiers pour aider à l'instauration de ce que les États-Unis considèrent comme une ligne de fracture entre le monde occidental et la Russie, et de facto aussi le monde oriental, c'est-à-dire cette vision un peu manichéenne de la liberté contre la répression, de l'état de droit contre la force brute, ou des pays démocratiques et libéraux, et des pays adémocratiques et illibéraux. Donc évidemment, l'Ukraine était un cas d'école depuis la posture démocratique issue donc de la révolution de Maïdan en 2014 et accessoirement de l'élection du président Volodymyr Zelensky en septembre 2019. Selon vous, comment évoluera l'attitude des pays européens à l'égard du conflit militaire russo-ukrainien ? Écoutez, il peut être salutaire, dans le sens que l'unité européenne peut se maintenir, elle peut se renforcer avec un accroissement des sanctions. Forcément, quand on est dans une guerre longue, une guerre asymétrique, occupation militaire contre sanctions économiques, guerre militaire contre guerre économique, il ne faut pas mettre toutes ces cartes sur la table dès le début. Il faut avoir une gradation possible des mesures de rétorsion. Et donc, de ce point de vue, l'unité européenne est indispensable. Et elle est indispensable pour franchir des paliers auxquels on n'aurait jamais pu penser il y a encore quelques semaines, ou en tout cas avant le 24 février. Le fait de débrancher la Russie du système SWIFT, qui était une décision lourde, douloureuse, parce que beaucoup d'entreprises françaises présentes en Russie en ont payé le prix. Deuxièmement, de tendre vers un embargo sur le pétrole et sur le gaz. La plupart des entreprises exploitant de pétrole et de gaz, Total Energy par exemple, ont décidé de mettre fin à leur activité pétrolière. Gazière, c'est autre chose. Troisième élément, le fait de marginaliser la Russie de toutes les organisations internationales auxquelles elle appartenait, au sein de l'OMC depuis 2001, au sein du Conseil de l'Europe, la bannissant de toutes l'organisation d'événements sportifs, la Coupe du Monde au Qatar, un certain nombre donc de fédérations, le tennis, le football, le rugby, etc., aura des conséquences forcément sur la relation que nous, pays européens, devrions avoir avec la Russie et que la Russie devrait néanmoins avoir avec les États-Unis. On est dans une logique où, évidemment, ce conflit signe le début d'une nouvelle ère, un nouveau paradigme stratégique. On n'est plus dans la guerre froide, on n'est plus dans un affrontement bipolaire, on les affrontera dans un affrontement multipolaire. Il y a la Russie et un certain nombre de pays qui comprennent ou se targuent de mieux analyser, de mieux, non pas justifier, mais de mieux assimiler ou prendre en compte la position russe. Par exemple, le cas de la Turquie est assez exemplaire. La Turquie a beau être membre de l'OTAN depuis 1952, elle est médiateur dans cette crise,
Et pourtant, la Turquie ne va pas sans doute sanctionner autant que nous l'aurions souhaité les oligarques russes qui, ne pouvant plus venir en Europe, continuent à aller en Turquie, bénéficiant évidemment de leurs attributs traditionnels, leurs bateaux, leurs maisons ou leurs comptes en banque. Donc on voit bien qu'il est en train de se superposer à ce conflit en Ukraine, dont l'issue nécessaire et évidemment attendue est celle d'un cessez-le-feu immédiat, de corridors humanitaires pour évacuer les populations qui vivent un enfer. Le cas de Mariupol est un très bon exemple. Et en même temps, une réflexion sur laquelle un certain nombre de co-belligérants, la Chine, la Turquie, l'Inde, les pays émergents, j'y ajoute le Brésil et l'Afrique du Sud. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, a reçu la semaine dernière les ambassadeurs de ces 5 pays du BRICS, avec évidemment une nouvelle configuration où ces 5 pays du BRICS peuvent appartenir à d'autres formes d'association, le Quad, le dialogue quadrilatéral entre les États-Unis, l'Australie, la Corée et l'Inde, montrant que l'Inde est comme la Chine, prise entre deux feux, bénéficier économiquement donc d'une capacité renouvelée ou potentiellement dédoublée de pétrole et de gaz dont l'Inde a besoin pour son développement. Elle vient juste d'acheter 360 000 barils à 25 $ le baril, elle en a réservé 5 millions de plus. La Chine, je l'ai mentionné plusieurs fois, mais c'est important d'avoir à l'esprit que la Chine est très préoccupée par la situation en Ukraine, mais également qu'elle y voit une opportunité diplomatique de tendre vers la parité stratégique et de passer d'un G5, les 5 membres du Conseil de sécurité, à un G2, la Chine et les États-Unis, comme étant les 2 seules puissances à pouvoir parler à une partie du monde, Occident euro-atlantique pour les États-Unis, eurasiatique et indo-pacifique pour la Chine, mais néanmoins c'est une réalité que la Chine a en tête tous les jours, puisque l'année dernière elle a importé pour 320 milliards de dollars de produits énergétiques. Elle importe 70% de son pétrole, elle importe 30% de son gaz, elle importe évidemment aussi un certain nombre de denrées alimentaires, et donc forcément la guerre en Ukraine ne la favorise pas, notamment parce qu'elle était cliente à la fois de l'Ukraine et de la Russie.